Qu'est-ce qui réunit un chevalier blanc qui est en fait le méchant, des amphétamines, beaucoup d'argent, Twitter et les Bahamas? Ah ouais, elle est dure celle-là, Rémi. Je sais pas, je dirais peut-être une série Netflix. Ah, peut-être d'ici quelques mois ou années, ça m'étonnerait pas, mais pas pour l'instant. Là, on va parler de la chute incroyable du deuxième échange de crypto-monnaie mondiale, FTX. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Greg, comment ça va? Salut Rémi, ça va super et toi? Bah écoute, nickel, ma foi. Il fait frais, mais ça va. Ah, ça s'est pas mal rafraîchi ces derniers jours, hein. Ouais. Et bon, on va pas commencer par parler de la météo, mais Non. peut-être juste des personnes qui nous écoutent, les remercier. Moi, j'aime toujours regarder un peu ce qui marche, les épisodes qui génèrent de l'engagement et ceux qui sont les plus écoutés. Et il faut croire que le dernier épisode, celui de la semaine dernière, il a plutôt bien marché. Il a été, les gens ont été très intéressés de découvrir un petit peu la plateforme Matter et tout ce que ça impliquait en termes de maisons connectées. Si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous le dire, on pourra en reparler. Je pense qu'on a encore quelques trucs à raconter sur le sujet. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis voilà, n'hésitez pas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser des avis sur Apple Podcast, sur Spotify, peu importe votre plateforme d'écoute, même sur YouTube, hein, on prend tout. Et puis voilà, n'hésitez pas, on est toujours preneur de ça. Tout à fait. Mais du coup, aujourd'hui, on a un tout autre sujet, un sujet que t'affectionnes pas mal et auquel j'ai forcément pensé à toi quand je l'ai vu passer dans mes flux. Alors, de quoi parle-t-on? FTX, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce boxon? Est-ce que c'est grave, docteur? Ah là là, c'est terriblement grave. C'est le deuxième plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies mondiale, donc juste derrière Binance, qui est l'acteur encore au-dessus, qui est tombé, mais vraiment avec moult fracas, en évitant tout ce que les crypto-monnaies essayaient de passer, en répliquant ce que faisaient les banques du passé, avec de l'arnaque, du sexe, enfin un peu de tout. C'est du grand n'importe quoi, et c'est une énorme chute. FTX, c'était jusqu'à la semaine dernière, si vous écoutez notre podcast quand il sort, c'était valorisé 30 milliards de dollars. Et là, ça ne vaut quasiment rien, vu que l'entreprise a été mise en faillite aux États-Unis. Et son dirigeant, le CEO, Sam Bankman-Fried, était un peu le gentil garçon, le garçon que tout le monde aimait bien, parce que il était vu comme le nouveau Warren Buffett, celui qui a réussi à partir de rien. Donc il a créé sa boîte en 2019. Donc imaginez, en 3 ans, il a tout explosé les compteurs, quoi. Il a réussi à ramener plein de capitaux pour que son entreprise soit valorisée 32 milliards de dollars pour être précis. Il avait même pas 30 ans. Et ce qui était assez fou au final, c'est qu'il a une bonne tête sympathique de gendre idéal, et en plus très généreux, parce qu'il voulait donner gagner le plus d'argent possible très vite, pour ensuite pouvoir donner tout son argent à des œuvres charité, pour faire le bien autour de lui. Sauf qu'en fait, plutôt classe. Tu te dis, franchement, on a de la chance d'avoir des gens comme ça. C'est inspirant. Il travaille aussi beaucoup avec les gouvernements pour essayer de mettre des règles, travailler sur les réglementations pour encadrer un petit peu l'usage des crypto-monnaies, des NFT, etc. Et sauf qu'en fait, non, c'était un gros filou, quoi. Donc, soit un gros filou, soit un incapable, tout simplement, quoi. C'est assez chaud. Donc en fait, pour résumer, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a utilisé les fonds que ses clients ont laissés dans son équivalent de banque pour faire des paris spéculatifs sans les prévenir. Et quand quelqu'un a commencé à gratter un petit peu la peinture, ça a un petit peu picoté, et c'est là qu'on a vu l'histoire qui réunit... J'espère qu'on va pas avoir des nouvelles choses qui vont sortir après que l'épisode soit sorti, parce que c'est tellement n'importe quoi qu'il y a de tout. C'est tellement vite. Ouais, exactement. Donc on a ce rôle principal, Sam Bankman-Fried, qui était vu comme le héros sur son cheval blanc, et qu'en fait c'est lui le grand méchant de l'histoire. On a de l'argent magique. SBF, j'ai vu. SBF, exactement. Ça sera plus simple pour toi, je pense. SBF, ouais, c'est clair. On a de l'argent magique, forcément. On a des amphétamines.
On a des parties fines du top management dans une magnifique villa aux Bahamas, des batailles sur Twitter entre dirigeants, avec bien sûr Elon ne pouvait pas ne pas en parler, donc forcément il en a parlé, mais aussi le CEO de Binance. Donc voilà, plein de choses réunies comme ça dans un gloubi-glouba qui fait que au final il y a plein de gens qui ont perdu plein d'argent. C'est chaud. Et d'ailleurs je rigole comme ça, mais moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de fonds sur FTX, mais les gens qui en ont, vraiment désolé, c'est Donc ça vraiment veut dire triste. concrètement, si tu as mis de l'argent sur cette plateforme-là, Tu peux pas. Tu peux as plus la tellement. récupérer, quoi. Voilà, tu as extrêmement peu de chance. Moi, ça m'est arrivé en 2014 avec un exchange qui, plus ou moins le même style, enfin, moins rocambolesque, qui s'appelait Mt. Gox et qui était le premier exchange mondial et qui a fermé du jour au lendemain comme ça, et donc avec mes fonds loqués là-bas. Et là, c'est un peu la même chose, quoi. Il faut espérer que les procédures qui vont être mises en place vont permettre aux gens de récupérer quelque chose, mais il y a quand même peu de chances qu'ils récupèrent ça. Donc, bon courage à vous. Si vous êtes dans ce cas-là, vous avez le droit de ne pas écouter cet épisode-là. Donc, comment est-ce que ça s'est lancé ? Ça a commencé par un article sur CoinDesk le 2 novembre. CoinDesk, c'est un média qui parle de crypto-monnaie, qui a annoncé que le fonds d'investissement Alameda Research, qui est une société sœur de FTX, aussi dirigée par SBF, a fait du levier sur le token FTT. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, on va faire une petite parenthèse sur un token. Le token, finalement, c'est une crypto-monnaie que toi ou moi, on peut créer du jour au lendemain. Et par contre, il faut proposer quelque chose en échange. Bon, après, il y en a c'est ce qu'on appelle les shitcoins, qui sont des tokens faits juste pour spéculer. Et il y en a pas mal. Mais on pourrait imaginer créer le token encore, pour encore un podcast tech, qui vous permettent d'accéder à, je sais pas, si vous en avez 1 million, vous avez accès à des épisodes exclusifs. Si vous en avez 10 millions, vous pouvez acheter un dîner avec Greg et Rémi en tête-à-tête. Voilà, des trucs comme ça. On propose des choses. Et donc, un token d'exchange, le FTT, utilisé par FTX, c'est un token qui vous permet de débloquer des services spécifiques. Donc, par exemple, on peut imaginer que le token de FTT, il vous donne droit à des réductions quand vous faites du trading, par exemple. Vous savez que chaque entreprise, quand vous faites du trading, elles prennent des frais de commission, forcément, comme par exemple, moi je suis chez Boursorama, quand on achète des actions, Boursorama prend une petite com pour ces frais d'exécution de transaction. Là, c'est pareil. Ouais. Et comme sur un exchange de crypto-monnaie, vous utilisez ce token FTT, plus vous en avez, plus on peut imaginer que vous avez des réductions. Et il y a d'autres exchanges, par exemple sur crypto.com, qui utilisent le CRO, CRO. Vous pouvez, plus vous avez du CRO, et pas de l'accro, plus vous avez une carte de crédit et plus vous allez avoir du cashback. Donc, par exemple, je crois que si vous avez l'équivalent de 35 000 € en token CRO, vous pouvez avoir 5% de cashback sur votre carte. Donc, voilà, c'est des trucs comme ça qui permettent de motiver les gens à acheter le token. Et l'intérêt pour l'entreprise qui les donne, c'est que ça leur donne des liquidités pour construire leur entreprise, tout simplement. Et après, à eux de gérer. C'est comme si vous créiez votre porte-monnaie. On est un petit peu entre la monnaie et les points fidélité, quelque part. Okay. Voilà. Et donc, après l'annonce, donc pour revenir à cette annonce est-ce que c'est clair, cette histoire de token, Greg ? Ouais, c'est bon. C'est une contrepartie. Parfait. Ouais, voilà, c'est une sorte de contrepartie, mais qui peuvent être valorisées. L'avantage, c'est que si ce token commence à être bien utilisé et que le monde extérieur en dehors de l'exchange se dit « Ah, c'est intéressant, il y a des usages intéressants de ce token », ils peuvent aussi l'intégrer. Et du coup, la valeur du token monte. Et du coup, vous, si vous en avez acheté, c'est comme une action d'une entreprise. Si l'action monte et que vous la vendez, vous gagnez des sous. Donc, les gens sont contents. Mais si elle baisse, c'est un peu plus gênant. Donc, suite à l'annonce de l'article de CoinDesk qui annonçait que FTX avait donné
à Alameda, enfin prêter à Alameda de l'argent, vous avez le dirigeant de Binance, le fameux CZ sur Twitter, qui a déclaré vouloir vendre pour 2,1 milliards de dollars ce token, parce qu'il s'est dit, ça sent pas très bon, moi je veux plus avoir d'exposition là-dessus, je le revends. Le reste du monde, forcément, vu qu'il annonce sur Twitter, essaye aussi de se débarrasser de ce token, ainsi que des autres cryptos qu'ils ont sur FTX, qui en avaient à peu près pour 8,6 milliards de dollars. Et là, ça commence à être un peu la panique. Tout le monde se rue vers FTX. Là, c'est un peu le château de cartes qui s'écroule. Ouais, Quoi. exactement. Et c'est comme c'est ce qu'on appelle le bank run. Et ça existe aussi dans le monde réel, hein, où si tout le monde va à la Société Générale retirer ses argents, il y a un moment, les gens qui arrivent, je sais pas, au bout de 4, 5, 6 heures, ils vont au distributeur, ils peuvent plus retirer parce qu'il n'y a plus de sous. Et donc, on crée, parce que les banques aussi ont ce système. Elles ont pas, l'argent que vous avez sur votre compte, il n'est pas entièrement à la banque. Elle l'utilise aussi pour prêter, etc. Donc après, bon, normalement, ils ne l'utilisent pas pour prêter sur des trucs très risqués comme l'a fait Alameda, mais ça existe aussi. Et donc, c'est cette histoire de bank run qui fait que d'un coup, FTX ne peut plus envoyer les crypto-monnaies parce que d'une part, tu as cette charge énorme de gens qui viennent tous retirer en même temps, et en plus, c'est probable qu'il n'ait pas les réserves suffisantes. Donc, pour rassurer tout le monde, Binance se dit attendez les gars, on peut jeter un œil, on pourrait peut-être racheter FTX. Et là, les gens sont un petit peu rassurés, se disent pourquoi pas. Et Binance, ça leur arrive pas mal. En fait, ce qui est assez fou, c'est que FTX a eu ce comportement en début d'année quand on a pas mal d'entreprises qui sont tombées. Et FTX est allé les voir pour les racheter. Genre, voilà, sur son cheval blanc, moi, je veux préserver l'écosystème crypto, je vais vous racheter. Donc là, Binance fait la même chose pour FTX. Ils jettent un œil aux finances de FTX et là, ils disent, ça sent pas très bon. En fait, on n'est pas très chaud pour vous racheter. La raison, c'est que SBF a prêté pour 10 milliards de dollars de fonds sur un total de 16 milliards à Alameda. Et ces fonds, c'est ceux des clients. Et normalement, les fonds de tes clients, tu les mets pas sur tu vas pas les donner à une entreprise externe ou même la même entreprise pour qu'elle fasse de la spéculation et achète et aille jouer au loto, tout simplement. Et c'est ce que Alameda a fait. Donc les gens n'ont pas pu retirer ça. Donc, FTX en faillite. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que suite au FTX annonce être en faillite, et le lendemain ou quelques heures après, bam, un énorme hack où on a à peu près l'équivalent de 600 millions de dollars qui quittent FTX. Mais comment c'est un hack ? Voilà. Quelqu'un a piraté la plateforme ? Alors, on ne sait pas si c'est un hack ou si c'est un job un insider qui a fait ça, parce qu'en fait, il a utilisé une fonctionnalité qui permettait en fait de retirer plein de sous d'un coup sans avoir à montrer patte blanche en fait. Donc est-ce que c'est un hack ? Est-ce que c'est un ancien employé mécontent ? Ça, je pense qu'on aura la réponse d'ici quelques mois. Mais c'est voilà, c'est assez chaud. Et plus donc sur Twitter, si vous êtes allé sur Twitter et que vous êtes suivi un petit peu les comptes crypto, vous avez vu que ces histoires passer, et à chaque fois qu'on creuse, c'est incroyable, ça va de plus en plus fou. Ou par exemple, on a appris que SBF conseillait vivement à ses employés, donc dans sa villa et ailleurs, d'utiliser des amphétamines et d'utiliser du microdosage parce que il deviendrait encore plus fort. Où en fait, il prenait des stimulants le jour et des somnifères la nuit. Ensuite, on a découvert que la dirigeante de Alameda Research, en fait, elle était donc Alameda Research qui pesait des milliards, qui était là un petit peu, je sais pas, par hasard, mais en tout cas qui gérait un fonds en utilisant des maths très basiques et qui avait l'impression de pas trop savoir ce qu'elle faisait là, et que voilà, elle dirigeait son fonds comme ça avec des trades qui font un peu n'importe quoi et qui ont perdu du coup plein d'argent. Donc est-ce qu'on va s'arrêter là ? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt chaud. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'on a vu en l'histoire de quelques jours,
avoir une plateforme, donc la deuxième mondiale, qui passe de tout, enfin de très important, acteur très important, à rien du tout, quoi, avec en laissant sur le carreau beaucoup de gens. Ça fait flipper quand même, hein. Ouais, carrément. Et donc, les impacts, concrètement, le premier, c'est le risque de contagion. On a vu pas mal d'attaques enfin, non nommées, mais qui, notamment du CEO de Binance, qui disait faites attention aux autres exchanges qui proposent ce genre de service. Sous-nommé, a priori, c'était Gate.io et Crypto.com, qui sont aussi des gros acteurs. Sauf que pour l'instant, ça n'a rien donné. Et en fait, le truc, c'est que la plupart des exchanges, là, ils sont en train alors, ils envoient en masse des emails pour dire vous inquiétez pas, on n'a pas acheté de FTX, nous, on est sages, on n'utilise pas vos cryptos pour faire du trading de fou, du leverage, donc utiliser l'effet de levier pour gagner. Ouais, voilà, pour optimiser, voilà, exactement. Ou, à l'inverse, pour tout perdre d'un coup. Sauf que ça, SBF, il le disait il y a quelques semaines encore, en disant, vous inquiétez pas, avec nous, vos fonds, il n'y a pas de souci, tout ira bien, quoi. Donc, il y a un risque de contagion au niveau des autres exchanges, qui pour l'instant, enfin, moi, je suis client de Crypto.com et pour l'instant, même si ils ont le token maison dont je parlais qui a bien chuté, mais qui a un petit peu remonté parce que ils font du risk management plutôt propre. Et là, ce sur quoi travaillent la plupart des exchanges, c'est d'avoir des preuves de fonds. C'est-à-dire pouvoir dire, vous pouvez aller voir cette adresse sur la blockchain, c'est nos fonds. Et du coup, pour rassurer les clients, pour dire, effectivement, ils n'ont pas fait comme SBF, ils n'ont pas tout, voilà. Si j'y vais et que je demande à retirer, je pourrais retirer. Et effectivement, moi, j'avais quelques bitcoins sur crypto.com. Dimanche, j'ai essayé de les retirer, c'est bien passé. Donc, tout va bien pour l'instant. Après, on n'est pas à l'abri, mais l'avantage, c'est qu'on peut imaginer que tous ces exchanges centralisés, qui au final sont plus proches des banques que du vrai esprit de la blockchain sur lequel tout est transparent, tout est visible par tout un chacun, soient plus transparents et rebâtissent la confiance. Par contre, là, ce qui est clair, c'est que l'impact principal, c'est qu'il va y avoir une grosse crise de confiance de la part des particuliers, des professionnels et aussi des institutionnels contre les cryptos. On l'a notamment vu aux US. SBF, une des choses qu'il faisait, il était très proche des institutions américaines gouvernementales pour essayer d'aider à donner un cadre un cadre réglementaire pour les cryptos et leur usage. Et là, avec lui qui part et lui qui a fait des énormes conneries quand même, c'est un peu n'importe quoi, ça va pas du tout bâtir la confiance et je pense qu'on a perdu pas mal d'années en termes pour bâtir une confiance, alors qu'il y avait des... Ouais. Et donc, pour être... Moi, je crois dans les cryptos et je pense qu'il y a plein d'usages qui peuvent être intéressants. Là, ils ont complètement répliqué ce qu'on avait vu sur Lehman Brothers ou d'autres cas de banques qui ont fait des bêtises avec les fonds de leurs clients. Et donc, c'est bête, quoi. C'est bête et c'est petit. Et parce que les gens vont faire le rapprochement entre, ils vont dire, non, mais les cryptos, en fait, tout ce que vous nous avez dit sur la transparence, etc., c'est bullshit. Enfin, ils ont fait exactement la même chose. Alors qu'en fait, ces exchanges, c'est des banques. Donc, c'est des banques qui devraient être plus contrôlées. Ça, c'est clair, parce que là, ils ont fait un peu n'importe quoi. Oui, parce que du coup, ça n'a pas la même réglementation que les banques, en fait. Ça a des fonctions de banque sans en avoir les contraintes, j'ai l'impression. Ouais, alors là, pour le coup, je sais pas exactement. Sortir 600 millions comme ça, c'est un peu... J'ai l'impression qu'en termes de système de contrôle, c'est pas aussi carré que ce qu'on peut attendre d'une banque. Ouais, ça c'est clair. Je sais pas exactement comment. Alors qu'en fait, ils étaient... c'est déjà des organismes qui sont réglementés, qui sont surveillés. C'était le deuxième plus gros mondial. Et ce qui a dû se passer, c'est que comme c'est des tokens qu'ils ont envoyés de FTX à Alameda, les tokens, c'est pas des euros ou des dollars. Donc ok, si vous voulez les échanger, allez-y, faites-le. Mais c'est peut-être
ça à la limite, quoi. C'est qu'ils ont pu faire un petit peu ce qu'ils voulaient. Ouais, voilà, exactement. Après, enfin voilà, tu as cité l'exemple de Lehman Brothers pour le cadre bancaire. C'est vrai que ces grandes crises qu'il y a eu dans les années 2000, 2008, 2009, Ouais. elles ont entraîné vraiment beaucoup plus de régulation. Alors c'est pas qu'il y en avait pas, mais beaucoup plus de régulation dans le domaine bancaire et des exigences beaucoup plus fortes qui sont en permanence revues à la hausse. Donc voilà, on peut imaginer que suite à cette on va dire incident avec des gros guillemets, il va y avoir finalement une prise de conscience et beaucoup plus de réglementation. Ça va arrêter d'être un petit peu le Far West, où ça va être en tout cas beaucoup plus contrôlé à mon avis. Exactement. Ce qui est pas une mauvaise chose, hein, pour le coup. C'est enfin, moi je suis je suis pro crypto et je pense que ça peut avoir des usages. Et donc, la réglementation, c'est ce qui permettra à monsieur et madame tout le monde à pouvoir comprendre et utiliser, etc. Donc, la réglementation, c'est très bien. Et d'ailleurs, en Europe, pour le coup, on a de la chance où on est vraiment en avance avec on en parlera, va falloir que je m'y penche sérieusement sur des règles comme MiCA, MiCA qui sont ou qui vont sortir et qui permettent d'encadrer tous les usages justement des crypto-monnaies. Enfin, pas tous, mais beaucoup. Et qui permettent d'aller dans la bonne direction, où on va, si c'est gris, on ne sait pas trop où on va. Si c'est blanc et noir, on sait où on va et on peut bâtir là-dessus. Par contre, je pense que ce gros événement, ça a apporté quand même, on va avoir beaucoup d'opportunités qui vont se créer, notamment avec la transparence. Parce que, comme je disais tout à l'heure, sur la blockchain, toutes les transactions, elles sont visibles. Si moi, je veux aller voir ce que Greg fait sur la blockchain, qu'est-ce qu'il achète, etc., et que je connais son adresse, bien sûr, je peux aller voir et je vais voir toutes les transactions. Si Greg, demain, tu montes ton exchange décentralisé permettant d'acheter, de vendre des crypto-monnaies, je pourrais aller voir tes adresses et me dire, ah ouais, effectivement, les Ethers que je lui ai donnés, ils sont toujours là, ils sont placés dans un placement bon père de famille à 5%, donc ça va, j'ai confiance, je vais continuer à lui donner. Et ça, on peut imaginer que les échanges centralisés, qui sont, vous avez Binance, Kraken, Coinbase, tous ces acteurs-là. En France, on a CoinHouse, Paymium, qui sont des échanges centralisés sur lesquels, auxquels vous donnez des euros ou des cryptos et ils les gardent pour vous. Et donc, vous devez faire confiance. On peut imaginer que, en tout cas, c'est le cas actuellement sur les gros qui essayent ils vont en tout cas partager leurs adresses pour dire, voilà les adresses où on stocke vos cryptos. Vous pouvez vérifier vous-même. Vous pouvez voir qu'est-ce qui transite de l'un à l'autre. Et ça, ça va aider à rebâtir la confiance. Ensuite, l'autre truc, c'est que probablement, alors le problème c'est que c'est un peu chaud actuellement, mais probablement que les gens vont vouloir, enfin les gens, il va falloir les éduquer, mais on va aller vers quelque chose qui se rapproche plus de l'esprit originel de la blockchain et de ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée, qui est qu'on n'a plus cet acteur central qui est FTX par exemple ou Coinbase, mais on a un acteur dont toutes les transactions sont visibles sur la blockchain, dont le code est open source ou pas, donc on peut vérifier tous les contrats avec lesquels on va interagir, et là pour le coup tout est visible. Donc, alors c'est pas à la portée de n'importe qui, mais je pense qu'il y a des outils qui vont se créer pour faciliter la visibilité de tout ça. Il va peut-être y avoir des organismes de certification qui vont se créer pour dire, oui, eux, on a confiance, eux, on les a checkés, on a le certificat de confiance de 2022, et toutes les années, ils vont vérifier tout ça. Donc, il y a quelque chose qui va se bâtir autour de ça. Le seul problème, c'est qu'actuellement, la finance décentralisée, si vous vous plongez pas les mains dans le cambouis, c'est quand même un petit peu chaud. On pourra faire un épisode sur le sujet, ça pourrait être intéressant, pour montrer en fait que c'est pas si compliqué. C'est juste que la première marche, c'est pas aussi simple que d'aller sur Lydia et de faire un transfert, quoi. C'est un peu plus pointu, mais c'est vous qui êtes en charge. C'est votre clé, c'est votre porte-monnaie, c'est vous qui gérez et vous n'avez pas à placer votre confiance dans un acteur qui est un petit peu pas très transparent. On peut imaginer aussi qu'il y a une réglementation qui va arriver encore et pour protéger
toi et moi, hein, les petits acteurs, mais aussi les institutionnels. Les acheteurs, ouais. Exactement. Et voilà. Et Ça va donc être voilà. indispensable en fait, hein, pour regagner de la confiance enfin, moi, j'ai senti ces derniers mois, tu vois, je suis ça de plus loin que toi, mais voilà, avec l'effondrement des cours, notamment des cours de crypto, il y a beaucoup de gens, si tu veux, qui se sont un peu, qui ont perdu quelques plumes et qui étaient un peu pas sceptiques, mais qui se demandaient finalement si ça allait remonter, si ils étaient déjà un peu échaudés. Et j'ai l'impression que cet événement arrive au pire moment, parce qu'en fait, il arrive à un moment où voilà, il y avait déjà une confiance peut-être un peu érodée, même si voilà, tu pourrais te dire que dans les marchés financiers classiques, les actions montent et baissent aussi. Hein. Donc, mais en tout cas, là, j'ai l'impression que effectivement cet événement et puis voilà, tout le côté un peu rocambolesque de toute cette histoire fait quand même pas très très sérieux. Et puis tu te rends compte qu'effectivement, il y a eu pas mal d'effets d'annonce de la personne SBF justement qui était vraiment du coup tu peux remettre pas mal de trucs en cause, hein, sur ses motivations et sur voilà, quelqu'un qui disait qu'il voulait pas prendre qui voulait céder tout son argent et qui a littéralement voilà, une gestion, on va dire, un peu bancale de cette vie d'autre, ça interroge forcément. Et du coup, voilà, tout ça pour dire que c'est un peu, ouais, c'est quand même un peu tendu, et j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir passer par une grosse couche de réglementation pour redonner de la confiance sur ces perspectives, quoi. Ah non, mais ça c'est clair. Mais en fait, moi et je sais pas si tu te souviens de l'affaire de l'effondrement qu'il y a eu, je sais plus si c'était en février, mars ou avril, enfin en début d'année, sur Terra Luna. Ça te dit quelque chose? Oui, En gros, il y a tout un écosystème qui s'est planté de façon royale. Et pareil, en fait, t'as l'impression que t'as beaucoup de gens qui ont réussi à créer des énormes structures qui valent plein d'argent, qui sont des amateurs complets, et du coup quand ils se plantent, par contre, l'argent il est vraiment perdu, et il y en a beaucoup qui est perdu. Et ça, c'est très triste, quoi. Enfin, ça fait, et je comprendrais que des gens se disent, les cryptos c'est quand même un monde de rigolo. T'as vu les mecs, quoi. Enfin, le mec, une petite anecdote, c'est que SBF, pendant pas mal de réunions, c'est toujours d'ailleurs un gros joueur de League of Legends. Et du coup, pendant pas mal de voilà, il continue. En fait, les gens ont son compte, donc voilà, vous pouvez voir les parties qu'il réalise. Et apparemment, il est pas si bon que ça. Donc c'est voilà. Ouais, visiblement, en tout cas, ça l'a pas trop démoralisé de perdre des milliards. Il continue de jouer aux jeux vidéo. C'est assez bizarre, comme si de rien n'était, quoi. Comme un ado, quoi. Exactement. Incroyable. Et je regardais effectivement la personne qui était en charge de la société Alameda Research. Enfin, c'est une personne de 28 ans. Enfin, c'est fou quand même de dire que voilà, une telle quantité d'argent est placée dans quelqu'un qui a si peu d'expérience professionnelle. Alors ça peut être une tête, un génie, ce que tu veux. Ouais, mais c'était pas le cas. Ça semblait en plus même pas être le cas. Donc, tu te dis aussi quel est le background des gens auxquels on confie de telles responsabilités. Ça rend le truc également aussi un peu inquiétant. Mais bon, c'est toujours plus facile de voir les signaux faibles a posteriori. Pour retracer une histoire, mais exactement. Personne était beaucoup plus précautionneux et beaucoup plus en alerte que ça. Maintenant, tout le monde dit non, mais si c'était logique et tout, mais en fait, on se rend bien compte que c'est pas aussi simple que ça à chaque fois. Ouais, non, c'est sûr. Ok, Rémi, merci pour cette update. J'y vois plus clair. C'est vrai que je voyais passer des tweets de personnes affolées. Je sentais que c'était quand même un peu du grand n'importe quoi, et pour autant voilà, tu m'as quand même bien une bonne mise à niveau en essayant maintenant tu sais que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Voilà, mais en tout cas je sais que c'est du grand n'importe quoi, mais comme on dit, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et donc c'est pas parce qu'un acteur d'un écosystème a déconné que ça remet en cause la légitimité de tout l'écosystème. Tout à fait. Ça veut juste dire qu'il faudra être plus regardant et réglementer les choses de manière beaucoup plus sérieuse que ce fut le cas. Et voilà, c'est peut-être ce dont tu as besoin également, tout cet écosystème. Peut-être, comme
Une grosse douche froide. Ouais, bah écoute, voilà, on peut juste regretter les gens qui ont perdu des billes. Ça, les pauvres, milieu, ouais. Mais ce qu'on dit souvent hein, sur les cryptos, sur ce type d'investissement risqué, c'est voilà, mettez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Tout à fait, ce que tout le monde fait. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de cet argent-là pour vivre. Hein ? Ce que tout le monde fait, bien sûr. Bah, en tout cas, c'est non, mais on devrait, ouais, carrément. On recommande, c'est que, voilà, de se dire, si tu perds cet argent, tu es capable de continuer à vivre, pas en péril ton futur ou ton présent, et voilà, et si tu vas un peu au-delà, bah, c'est vrai que tu peux avoir des effets, des revers qui sont plus dommageables que d'autres, quoi. Ouais, non, ça c'est sûr. Ok, écoute, super Rémi. Je sais pas de quoi on parle la semaine prochaine, mais... Eh ben, je sais pas. Et je voudrais faire un dernier truc, c'est que on peut éviter ce genre de problème. Le premier truc, c'est que le seul truc d'ailleurs dans la blockchain, on dit un truc, c'est not your keys, not your cryptos, qui sont, si c'est pas vos clés, si c'est pas vous qui êtes en train de conduire le véhicule, et c'est pas, vous donnez votre confiance à quelqu'un d'autre. Et quand le Bitcoin a été créé en 2009, c'était en plein dans la crise de 2008 avec des banques qui a fait un petit peu n'importe quoi. Et donc l'idée, c'est que Satoshi Nakamoto, ce qu'il a dit, c'est que vos bitcoins, c'est vous qui les détenez, c'est vous qui êtes maître en fait de votre portefeuille, donc vous en faites ce que vous voulez. Et donc sur la blockchain, que vous utilisiez Ethereum, Solana, Bitcoin, etc., vous pouvez créer votre wallet, votre porte-monnaie électronique. Et ça, c'est vous qui le détenez, c'est vous qui décidez qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on envoie. C'est pour le sécuriser, soit vous pouvez utiliser, par exemple sur Ethereum, vous utilisez l'extension MetaMask, qui existe aussi en application mobile. Et quand vous allez créer votre porte-monnaie, vous allez avoir une série de, je crois que c'est 12 mots, qu'il faut bien noter sur du papier, mais mettez pas dans vos notes ou pas dans vos trucs électroniques, sur un bout de papier que vous allez planquer bien. Et ça fait de vous le maître de vos clés. Et pareil, si vous encore mieux, vous pouvez participer à l'effort de guerre français et investir dans un Ledger, qui est une belle entreprise française qui fait des clés qui sont en fait votre porte-monnaie électronique, et ils sont très très chouettes. On vous mettra un lien dans les commentaires, et ça vous permet en fait d'être vraiment dans l'esprit de la blockchain et de sécuriser et d'être sûr que même s'il y a le plus gros, donc Binance, qui tombe, vous en fichez parce que vous avez tout sur votre blockchain, et la blockchain continuera à vivre tant qu'il y aura plein d'ordinateurs. C'est décentralisé, donc ça ne dépend pas d'un seul acteur. Et c'est ça qui est chouette, donc c'est ça que je vous conseillerais. Et sinon, parce qu'il faut bien aussi, si vous investissez dans les crypto-monnaies, ceci n'est pas un conseil d'investissement, et que vous utilisez un exchange, essayez de diversifier. Allez sur plusieurs exchanges, et dès que vous avez une certaine somme, je sais pas, 100 €, 200 €, hop, vous l'envoyez sur votre porte-monnaie dont vous détenez les clés. Et c'est ça, voilà, c'est diversifié, comme partout. On diversifie, on n'est pas tous ces plateformes, elles ont eu comme avantage quand même de simplifier l'accès aux crypto-monnaies. Absolument. Donc, voilà, au lieu d'avoir à gérer des histoires de porte-monnaie, etc., tu avais juste à te créer un compte et à charger des fonds, et puis après t'acheter comme tu aurais acheté des actions en bourse, si je simplifie. Je crois que c'est à peu près ça le fonctionnement. C'est complètement ça. Mais c'est vrai que c'est important, ce que tu rappelles, c'est qu'en fonctionnant de cette manière-là, tu n'es pas directement propriétaire de ces cryptos, et donc forcément tu te mets en risque par rapport à l'acteur qui sert d'intermédiaire. Et donc finalement, pour avoir quelque chose de plus complètement sécurisé sur lequel tu as la main, tu as raison qu'il faut avoir cette approche qui est un peu moins quand même ergonomique, faut dire ce qui est. Mais même si elle le devient de plus en plus, franchement, c'est de plus en plus. Mais voilà, c'est les choses. Mais ça reste un effort supplémentaire, mais qui vaut le coup, parce que voilà, on parle d'argent concret, et donc si tu prends pas ces précautions-là, tu te mets en risque inutilement. Donc voilà, si tu veux y aller, vas-y, mais fais-le correctement, parce que sinon tu pourrais, comme c'est le cas ici, le regretter s'il y a des retournements d'acteurs ou autre. Tout à fait.
Et comme on l'a vu, l'analogie, si je peux me permettre, c'est un peu comme si tout à l'heure, c'est comme si ces plateformes c'était des banques et que régulièrement tu sors de l'argent des banques pour les garder au cas où la banque demain s'écroulerait, quoi. Sauf que les banques sont plus rigides, elles ont des exigences de fonds propres et réglementaires beaucoup plus fortes aujourd'hui, mais c'est un peu ça la même idée, c'est que tu sécurises la monnaie en la sortant de la plateforme. Ouais, mais nous on a la chance d'être dans un système où on peut avoir confiance dans les banques parce qu'elles sont bien comment dire, encadrées et qu'on a une monnaie qui est quand même relativement stable, même si ces derniers mois ça a un petit peu chuté. Mais si on compare par exemple en Argentine, les gens ils n'ont pas du tout la même relation à leur banque et ils peuvent pas avoir la monnaie locale. Ils préfèrent avoir des dollars tout simplement. Et donc ça tu les as pas via ta banque, tu les as dans ta poche, dans ton matelas. Donc c'est vrai que nous on a de la chance, mais c'est pas le cas partout. Et c'est vrai que c'est pas partout le cas où on peut avoir confiance dans nos banques et laisser reposer notre argent tranquillement là-bas, quoi. C'est sûr. Et j'avais un dernier truc que je voulais dire, mais je ne m'en souviens plus. C'est pas dans les notes en tout cas. Non, c'est pas dans les notes en tout cas. Je sais pas. Écoute, tant pis, c'est pas grave. Ce sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin, exactement. Okay. Merci Rémi pour cette mise à niveau, mise au point. C'est beaucoup. Avec plaisir. Beaucoup clair pour moi en tout cas. J'espère que ça l'est pour les personnes qui auront écouté cet épisode. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Surprise. Ciao. Salut Greg, ciao. Salut Rémi. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtailleb.substack.com et lebrief.tech.